vous montrerai déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la dynamique des dislocations, parce que je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas trop l'habitude de côtoyer. Donc, je vais commencer par introduire cet outil numérique, la dynamique des dislocations. Donc, ici, je trace un truc classique maintenant qui est le diagramme temps et taille de ce qu'on peut simuler avec des outils numériques modernes. Et j'en ai représenté trois parmi tous. Donc, typiquement, la dynamique moléculaire qui est en bas, la dynamique de dislocation que vous trouvez ici, et les éléments finis cristallins, donc soit monocristaux, soit polycristaux, soit les techniques d'homogénéisation qui sont à ces échelles supérieures. Donc, ces diagrammes-là, en fait, la particularité, c'est qu'on voit que la DDD est complètement entre la MD, la dynamique moléculaire, et les éléments finis. On peut accéder à des échelles d'espace qui commencent à l'ordre de quelques nanomètres. On arrive à traiter des centaines de nanomètres quand on titille un petit peu les petites échelles fines. Et on peut bien sûr monter dans les tailles de volume jusqu'à des dizaines de microns, voire même presque une centaine de microns. Mais bien sûr, plus on fait des volumes grands, moins on peut faire de temps long. Et du coup, on a une décroissance comme ça du domaine de présence de cet outil numérique qui est dû à la puissance des ordinateurs. Donc, les bornes inférieures de ces diagrammes, c'est un peu les limites des modèles. J'ai fait la même chose pour l'AMD là. Et les bornes supérieures, c'est vos ordinateurs qui l'imposent. Et plus on avance avec le temps, plus ces bornes se décalent vers le haut et à droite. Et en fait, depuis quelques années, maintenant, on voit qu'il y a des overlaps de ces trois outils. Et on arrive à simuler typiquement les mêmes genres d'espace et de temps avec les trois outils. C'est un peu nouveau comme phénomène. Et donc, la DDD, la dynamique de dislocation, elle s'inscrit bien dans tout ce qui est démarche multi-échelle. Donc là, pour les démarches multi-échelle, aujourd'hui, je n'en présenterai pas, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'applications qui sont dans ce sens-là. Et l'autre particularité, c'est que c'est aussi une échelle qui est complètement la même que la microscopie en transmission ou la microscopie à balayage. Donc, on va pouvoir regarder ce qu'on fait en DDD, on pourra l'observer expérimentalement avec ces outils d'observation. Donc, qu'est-ce que c'est que la DDD? Donc là, je vais vous introduire un petit peu cet outil numérique. Donc là, vous avez une animation, là, on reviendra dessus tout à l'heure, une source de Frank Reed simulée par DDD. Alors, la DDD, il faut savoir qu'historiquement, les dislocations, ce n'est pas nouveau, ça a été inventé en 1934. Et ça a été ensuite mis en équation par Hirtelot, en français on dit bien Hirtelot, qui ont mis en équation avec Friedel aussi toutes les équations des dislocations individuelles. Donc à partir de ces deux ouvrages de référence, on connaît à peu près tout sur une dislocation unitaire. Et si on veut pouvoir les faire interagir ensemble, il faut faire des outils numériques. Et donc là, il y a eu deux types d'outils qui ont été développés. Je vais montrer un petit peu sur les slides suivantes, qui ont été d'abord en 2D. Donc dès les années 60, il y a des simulations qui ont été faites. Je vais vous les montrer un petit peu après. Évidemment, c'est 2D, donc c'est restrictif. Je vous montrerai que c'est limité. Et ensuite, il y a eu les simulations 3D. Alors, ce qui est remarquable, c'est que les simulations 3D ont été inventées en France. C'était à l'ONERA avec Ladislas Cubain et puis à Grenoble avec Gilles Canova dans les années 90, qui ont développé les premiers codes 2D, 3D. Et depuis, maintenant, si on regarde ce qui se passe dans le monde entier, il y a une dizaine de codes qu'on peut répertorier. Donc, c'est quelque chose qui a fait beaucoup d'émules et qui est en plein essor actuellement. Donc, qu'est-ce que c'est que ces différents outils? Donc, j'ai voulu parler un petit peu de la 2D quand même, parce que je pense que pour ce qui concerne les phénomènes de diffusion, de corrosion, etc., c'est quand même des outils qui restent adaptés. Donc, il y a deux types de modèles 2D qui existent. C'est soit on regarde la dislocation dans son plan de glissement, donc vous voyez la ligne rouge là qui se faufile au milieu d'obstacles, qui sont des précipités, là, c'était des simulations de Moles. Donc, vous voyez comment elle se faufile dedans. Donc, pour faire ça, c'est un modèle très très simple, ce qu'on appelle des modèles de tension de ligne. On prend en compte juste l'effet de tension de la ligne de dislocation qui se courbe entre les obstacles. Donc, c'est des modèles d'élasticité très, très analytiques, qui sont très faciles à mettre en équation. Et c'est ce qu'avaient mis en place Foreman et Makin déjà en 1966, par exemple. Donc, avec ça, on peut calculer l'effet d'écrouissage d'obstacles type précipité, ou même des dégâts d'irradiation, des choses comme ça. Ça, c'est le premier exemple. On peut aussi faire d'autres simulations 2D en regardant les dislocations en bout cette fois-ci. C'est-à-dire que vous les voyez percer votre écran. Donc, c'est des dislocations qui sont souvent de type point. C'est-à-dire que le vecteur de Burger, c'est dans le plan du dessin. La dislocation, elle est perpendiculaire au dessin. Et là, typiquement, je vous ai représenté des simulations qui pourraient vous intéresser, qui sont des interactions entre dislocation et lacune. Donc, il y a pas mal de diffusions qui sont là-dedans. Et l'avantage de ces simulations 2D, là, qui avaient été faites par Amin Benzerga aux États-Unis, c'est qu'on a des temps de calcul très, très courts. On peut gérer des milliers et des milliers de dislocations. Donc, on peut avoir des grands taux de déformation. On peut avoir des couplages très faciles à réaliser. Le problème, c'est ce que j'avais déjà dit un petit peu avant, c'est que la réalité 3D est complètement absente. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'effet de tension de ligne. Si on voit les dislocations infinies debout, on n'a pas l'effet de tension de ligne que je vous ai montré avant. On n'a pas de vraie interaction de jonction, ni de glissement dévié. Enfin, toutes ces choses qui sont importantes pour les dislocations sont absentes. Alors, il y a des remèdes qui ont été mis en œuvre récemment, ce qu'on appelle les 2.5, les simulations 2D,5, dans lesquelles, en fait, ils remettent un petit peu de lois locales qui viennent imiter les effets de tension de ligne, les effets de Frank Reed qui sont en 3D. Ils remettent ça dans les lois locales de mouvement des dislocations.
Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, et je pense, si vous avez envie de titiller les dislocations pour les phénomènes de corrosion, c'est peut-être d'abord vers ces outils qu'il faut regarder, parce que c'est quand même simple d'accès. Et il y a eu beaucoup de travaux qui avaient été entamés par Eric Van der Giesen, c'est le premier à faire ça, Amin Benzerga, maintenant, qui travaille pas mal, j'ai mis Benzerma, mais c'est Benzerga, qui travaille pas mal sur le domaine en ce moment. Donc ça, c'est le 2D. Alors bien sûr, si on veut aller en 3D, il faut représenter la nature 3D de la dislocation. Donc là, je vous ai mis une image, je ne sais pas si l'animation marche bien à gauche. Ça, c'est du MET in situ qui avait été fait à Grenoble dans les années 70, je crois, par François Louchet. Donc vous voyez, c'est le seul cas, j'aime beaucoup la montrer, cette animation, parce que c'est le seul cas que je connaisse où on voit les deux points d'ancrage de la dislocation. Si vous voyez ma souris là, il y a un point ici et un point là, qui sont par chance dans la lame mince du microscope en transmission. Donc la lame mince, je l'ai représentée à droite, vous voyez que c'est une petite lame de 200 nanomètres d'épais, et par chance, les deux points ici sont contenus dans la lame. Souvent, il n'y en a qu'un qui est dans la lame, et la dislocation débouche en surface. Et on a ce qu'on appelle une dislocation spirale, qui tourne autour d'un point. Là, on tourne autour des deux points, et du coup, on voit vraiment le mécanisme de Frank Reed. Donc, vous voyez bien le Frank Reed qui se répand là. Là, c'est dans le silicium. Et on voit aussi l'intersection entre la dislocation et les surfaces libres, en haut et en bas. Donc, à ces endroits-là, il y aura des marches qui vont être imprimées. À chaque fois que la dislocation fera un tour de moulin, on aura des marches qui seront imprimées en surface. On aura un glissement des plans supérieurs et inférieurs du plan de glissement de la dislocation. Donc, nous, on va modéliser ça dans l'ordinateur. Donc, pour faire ça, on reprend la réalité, on reprend la ligne de dislocation. Donc là, j'ai surligné en noir. Et cette ligne de dislocation, on va la discrétiser en petits segments. Donc, la première idée de Gilles Canova, la dislocation cubain avec Yves Bréchet, c'est-à-dire on remplace ça par des successions de segments. Donc, les bleus et les verts, là. Il y en a qui vont être des coins, des autres qui sont des vis. C'est simplement par rapport à la direction avec le vecteur de Burgers. Par exemple, si le vecteur de Burgers dit qu'il est vertical, les horizontaux, ça sera des coins, et les verticaux, ça sera les vis. Donc, on remplace nos dislocations par des segments vis-coin, connectés entre eux. Et ces segments, on reprend le bouquin de Hirtelot et on est capable de calculer les champs de contraintes qu'ils engendrent dans le matériau. Donc, ça ressemble à ça. Chaque dislocation génère des champs de contraintes qui seront les contraintes internes qu'on mesure typiquement aujourd'hui à l'ESRF avec Olivier. C'est ce genre de contraintes qui vont déformer localement le réseau cristallin de fait de leur présence. Mais c'est aussi ces champs de contraintes qui vont faire interagir entre elles les dislocations. Elles vont interagir, se regrouper, former des jonctions, se repousser, se mettre en dipôle, etc. Donc, c'est vraiment la source importante de l'écrouissage, typiquement, des cristaux. Alors, les modèles qui ont été développés, il y en a eu plusieurs types. Donc, je vous ai montré celui d'avant, là, qui était le vis-coin. Donc, c'est le premier modèle historique. Plus récemment, il y a l'équipe de l'ONERA, là où il y avait Cubain, a repris les travaux ont été repris par Benoît Devaincre, puis Ronan Madec, Rias Monet, tous ces personnes-là. Si vous êtes intéressés, vous pouvez regarder leurs travaux. Ils ont ajouté une troisième direction. Vous avez la vis, la coin, et vous avez aussi une direction mixte à 60 degrés. Donc, ça améliore un petit peu la discrétisation, mais on a toujours des lignes qui ont des orientations fixes. Elles sont figées dans des directions vis, coin, mixte. Donc, ça, c'est le code qui s'appelle Micromegas, développé à l'ONERA. Donc, c'est des codes open. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vais vous donner l'adresse là. Ça se trouve facilement. Maintenant, plus récemment, ce qui se fait le plus dans le monde entier, ce n'est pas vraiment ces codes discrets qui restent plutôt une culture française, c'est plutôt des codes nodaux. Donc, les codes nodaux, c'est-à-dire que c'est des nœuds qu'on déplace et plus des segments. Donc, c'est ce que vous voyez là dans mes différentes animations. Le code nodal le plus connu du monde, c'est Paradis, comme Parallel Dislocation Simulator. C'est un truc qui est développé aux États-Unis, à Livermore et à Stanford. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus près de la réalité. Vous voyez que les lignes sont vraiment très, très jolies. On a des jolies courbures. Là, vous voyez, par exemple, la ligne qui se propage. Les vecteurs jaunes, c'est mes vecteurs de Burgers. Les vecteurs bleus, c'est ma normale au plan de glissement et l'orientation de ma ligne, qui est complètement définie. Et je suis même capable, avec la code nodale, comme vous voyez à droite, de simuler des fautes d'empilement. Donc là, vous avez la parcelle de tête, parcelle de queue, et entre les deux, la faute d'empilement créée dans le matériau quand il y a juste une parcelle qui passe. Donc ça, c'est les codes nodaux. Alors nous, en France, on n'a pas voulu rester en reste, donc on développe aussi notre code nodal, il s'appelle NuModis, et il est géré par Laurent Dupuis au CEA, en collaboration avec nous à Grenoble. Mais c'est vraiment Laurent le chef de ce genre de développement. Alors avec ça, on a accès à des choses qu'on n'avait pas facilement avec le code vis-coin. Par exemple, vous voyez en bas la jonction entre dislocations. Vous voyez quand deux dislocations se rencontrent, elles créent une jonction qui est un vecteur de Burgers, qui est la réaction des deux vecteurs entrants. Et avec ça, on peut adresser de la physique très propre. On a fait des comparaisons très très fines avec des modèles dynamiques moléculaires, c'est très précis. Par contre, l'avantage de ces problèmes physiques modernes, c'est qu'ils sont très lents. C'est très lent à calculer ça, parce qu'évidemment, la physique est plus compliquée. Et du coup, on a un facteur 10 en gros sur les temps de calcul. Alors du coup, aujourd'hui, si on n'a pas des codes parallèles efficaces, on a du mal à utiliser ces codes nodaux. Donc ce que je vous montrerai aujourd'hui comme application, ça sera encore avec le vieux code vis-coin que j'appelle Tridis,
parce qu'il marche quand même pas mal. Et du coup, on a plus de résultats. Là, on va rentrer un petit peu dans les techniques. Donc, les techniques de dislocation, si je reparle de Tridis, par exemple, pour faire simple, mais c'est les mêmes techniques qui sont utilisées dans les codes modaux. Hein. Ça consiste à calculer déjà la vitesse des segments de dislocation. Donc, le V qui est ici, je dois le calculer à partir des contraintes. Et les contraintes, eh ben, c'est la contrainte de cisaillement dans le plan de glissement de ma dislocation. J'ai appelé tout étoile ici. Cette contrainte de cisaillement, ben, c'est la projection de mes contraintes appliquées. Donc, sigma, c'est mon tenseur appliqué, plus ma contrainte interne qui vient de toutes mes dislocations. Je vous ai dit que je générais des contraintes en plus qui sont à longue distance dans le matériau. Je fais sigma b produit vectoriel avec la longueur, ça donne ce qu'on appelle la force de Pitch-Köhler, ça, c'est la force de Pitch-Köhler que je projette sur ma direction de glissement, et ça me donne ma scission résolue. Alors, on doit corriger un petit peu par un effet de tension de ligne, qui est le fait que quand ma dislocation s'allonge, on a créé de la ligne, donc ça fait une force de rappel qui nous retire en arrière. Donc c'est un petit terme correctif ici, tension de ligne, qui doit se rajouter. Puis à la fin, on enlève une friction de réseau suivant les matériaux qui peut être importante, qui empêche tout mouvement en dessous d'une certaine contrainte critique. À partir de là, vous avez une contrainte locale, effective, taux étoile, et vous pouvez calculer la vitesse. Alors, le plus simple du monde, c'est prendre quelque chose qui est linéaire, la vitesse qui dépend linéairement de la force, taux B. Et donc ça, c'est par exemple le cas des cubiques face centrée classiques. Et on met un coefficient de frottement dessous pour dissiper un petit peu au cours du mouvement. Alors maintenant, à partir de ce mouvement de dislocation, on peut remonter à la déformation plastique, juste en calculant l'air balayé par la dislocation. Vous voyez comme la dislocation elle était ici, elle a avancé comme ça. Elle a balayé une aire qui s'appelle dA, qui vaut L fois VDT. Le V, la vitesse, détalter le pas de temps. Donc L VDT, c'est l'air en rouge là. Et si on prend l'équation de Rho1, qui dit que gamma point, c'est Rho MBV, en incrémentiel, ça fait D gamma égale Rho MB VDT. Et le L VDT qui est mon air rouge ici, je peux le mettre dans mon équation. Et je trouve que gamma, c'est B dA fois V, divisé par V. Donc le cisaillement plastique, c'est B fois l'air balayé sur le volume. Donc à partir du mouvement des dislocations, je remonte facilement au cisaillement plastique. Et à partir de là, je recalcule mon tenseur de déformation plastique, juste en projetant ça sur mes systèmes de normales et de vecteurs de Burgers. M, c'est vecteur de Burgers, N, c'est ma normale au plan. Je reconstruis un tenseur à partir des petits scalaires gamma sur tous mes systèmes de glissement. Par exemple, dans un cubac centré, il y en a 12. J'ai mis ici de 1 à 12. Donc, on reconstruit epsilon plastique à partir de tous les gammas des aires balayées. Donc, voilà comment on remonte à une grandeur mécanique globale dans nos simulations. L'autre point que je voulais souligner, c'est que la discrétisation vis-coin que vous avez là, c'est super simple. C'est-à-dire que si je déplace mon segment rouge pour le mettre à cette nouvelle position, pour garder la connectivité entre mes lignes, j'ai juste à allonger mes segments bleus et mes lignes seront toujours connectées. Donc la topologie est très très simple. Dès que vous avez des orientations discrètes, c'est très simple à mettre en œuvre. Donc, ce qui fait la force aussi de ce code Tridis. Une fois qu'on sait les bouger, eh ben, on peut commencer à jouer avec, on peut commencer à les faire s'annihiler entre elles. Par exemple, quand les dislocations se rencontrent, si elles sont dans le même plan de signe opposé, il va falloir effacer les zones communes. Ça, c'est le plus simple, c'est l'annihilation. Mais une fois que vous avez fait ça dans votre code, vous êtes déjà content parce que vous pouvez simuler une source de Frank Reed. C'est ce que je vais vous mettre en dessous là. Là, c'est une source de Frank Reed, ce que j'appelle la vue Picasso, la source de Frank Reed. Hein. Je vais faire une dislocation carrée. On va prendre un segment ancré à ses extrémités qui va de la gauche vers la droite. J'applique une contrainte, pardon, il va avancer comme ça. Donc, il va créer les deux segments latéraux, il va se propager. On va continuer, donc les latéraux vont aussi partir. Donc, on va avoir ce genre de boucle qui a une orientation bien définie. On continue à boucler. Et à un moment donné, les deux côtés de la boucle ici, si vous faites le parcours du vecteur de Burgers, on va dans ce sens-là. Et on vient ici, on a deux dislocations qui sont de signes opposés. Comme s'ils sont de signes opposés, ça revient à avoir deux dislocations tête en haut, tête en bas, si on parle de points. Et donc, elles vont se compenser. Localement, ça va s'effacer. Et donc, on va avoir l'annihilation, qui est le mécanisme que je viens de montrer là. Et du coup, on a une boucle qui est émise, il y a une source qui est prête à émettre une deuxième boucle. Donc, vous voyez que juste à partir du moment où vous avez mis en place le mécanisme d'annihilation dans votre code, vous êtes déjà capable de faire les simulations de Frank Reed. Là, c'est vraiment le cas d'une boucle carrée. Évidemment, si vous discrétisez un peu mieux, ça sera rond, ça sera joli. Mais le principe est celui-là. En plus de ces mécanismes de recombinaison, il faut prendre en compte des phénomènes un peu spécifiques aux cristaux, qui sont par exemple le glissement dévié. Donc, le glissement dévié, c'est ce qui est important pour les dislocations vis, donc, qui sont parallèles au vecteur de Burgers. Donc, vous avez le cas ici d'une dislocation bleue qui est parallèle à son vecteur de Burgers. Elle peut glisser dans plusieurs plans de glissement. Un cubique face centré, par exemple, il y en a deux. Donc, elle va choisir entre le plan horizontal ou le plan incliné. Et suivant les forces mises en jeu, la température aussi, qui est un élément important, elle va peut-être changer de plan de glissement, comme ça, pour venir, par exemple, annihiler sa copine ici de signe opposé, qui est au-dessus. Donc, elle s'attire fortement, elle vient de s'annihiler par un glissement dévié. Alors, dans le code, on calcule une probabilité qui dépend d'un terme thermiquement activé, une fonction de Boltzmann ici, où il y a tau V, c'est l'énergie d'activation, tau 3V, c'est l'énergie d'activation à 0K, et tau V, c'est l'énergie de l'obstacle.
Tau, c'est ma contrainte locale, et je la compare à une contrainte qui est, on va dire, un scalaire, une contrainte critique, une caractéristique du phénomène, et j'ai ma température dessous. Et j'ai un préfacteur ici qui dépend de mon temps d'attente. Plus j'attends longtemps, plus je vais avoir une chance de cross-clipper. Puis plus je suis long, plus je vais avoir une chance de cross-clipper, parce qu'évidemment, il va y avoir des événements glissement déviés de plus en plus nombreux sur ma ligne. Il y a un petit préfacteur pour rescaler toute cette fonction entre 0 et 1. Ça me donne un nombre entre 0 et 1. Et dans l'ordinateur, je tire un nombre aléatoire entre 0 et 1 et aussi. Et s'il est plus petit que P, j'autorise le cross-clip. S'il est plus grand, je ne l'autorise pas. Donc il y a un effet stochastique, un effet Monte-Carlo dans les simulations de dislocation par ce glissement dévié. Un autre mécanisme thermiquement activé qui vous intéressera plus, vous, c'est peut-être la montée, parce que la montée va dépendre donc des diffusions de lacunes, par exemple. Et donc là, la vitesse de montée, on peut la calculer aussi à partir de petites théories couplage avec la diffusion, dans laquelle vous avez une force de montée, F-climb, là, qui est ici, qui dépend du coefficient de diffusion. Et vous avez aussi une force osmotique ici, qui va dépendre des gradients de concentration dans votre matériau, donc les concentrations à l'infini, moins la concentration sur la ligne de dislocation, et encore une fois, le coefficient de diffusion qui vient de là. Donc ça simule en fait l'interaction entre les dislocations et les lacunes. On peut le voir sur mon dessin en dessous. Si vous avez votre dislocation coin qui est ici, si elle veut monter, c'est-à-dire qu'elle veut glisser en dehors de son plan de glissement, il va falloir effacer tous les atomes qui sont ici. Et donc ça va évacuer des interstitiels. Autrement dit, ça va gober des lacunes. Donc, les lacunes vont venir migrer ici pour autoriser la ligne à monter. Donc ça, c'est des choses qu'on a implémentées dans le code de dislocation. Le seul problème, c'est que le pas de temps de la diffusion est très très lent. C'est de l'ordre de on va dire de l'ordre de la seconde en exagérant, alors que le pas de temps de dislocation, c'est plutôt la nanoseconde. Donc on a des échelles de temps très différentes. Donc c'est difficile de gérer les deux mécanismes simultanément. Donc, je reviendrai à la fin dans mes applicatifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de simulations qui se font en montée et en glissement, parce que ça nécessite de gérer deux dynamiques très découplées qui posent problème. Donc voilà pour les mouvements. Donc, je rajoute une dernière slide ici pour les vitesses. Je vous ai dit que la vitesse était proportionnelle à la force. C'était le cas des cubiques face centrés, le cuivre, les nickels, des trucs comme ça. Mais pour les cubiques centrés, par exemple, comme l'acier, l'acier ferritique, le fer plutôt, le fer, vous avez des choses qui sont plus compliquées parce que les dislocations sont piégées dans des vallées de Payers à haute énergie. Vous avez des dislocations qui sont plutôt rectilignes le long du vecteur de Burgers, horizontales comme ça. Et pour passer à la vallée d'à côté, il va falloir créer un double décrochement, un double kink, qui va ensuite se répandre dans la vallée d'à côté, etc. etc. Donc, la dislocation de vis, elle avance par double décrochement. Elle est tout le temps de façon très rectiligne, coincée dans les vallées. Donc ça, on arrive à modéliser quand même à l'échelle de la DDD par une loi de vitesse qui est un peu comme le cross-clip, thermiquement activé, avec des préfacteurs qui sont un peu différents, parce que là, on prend en compte un modèle qu'on appelle de la corde, avec une fréquence d'attaque qui est la fréquence de Baille fois BL sur LC, qui est la longueur critique de double kink, et elle, ma longueur de dislocation. Et voilà, on sait faire ça, on sait encore faire du cubique centré thermiquement activé dans la DDD en changeant la loi de vitesse. Donc, ça consiste juste à changer le V, et ça marche encore. Donc, pour résumer, la DDD, c'est vous prenez vos lignes, vous les discrétisez, ça crée des champs de contraintes que vous pouvez calculer partout dans votre domaine, vous l'ajoutez aux contraintes appliquées, vous êtes capable de bouger votre dislocation, et donc vous êtes capable de simuler une source de Franklin, ou encore plus des interactions entre dislocations. A posteriori, une fois que vous avez fait vos simulations, vous pouvez traiter votre boîte, vous pouvez recalculer sur la boîte la déformation appliquée. Par exemple, ici, je trace à droite la déformation du cube sous l'action des boucles de dislocation. Vous voyez que quand la dislocation arrive ici, elle cisaille le cube. Vous avez la marge qui est créée en surface, ici, un vecteur de Burgers. Une deuxième va arriver. Les couleurs, là, c'est les champs de contrainte. Vous avez une deuxième dislocation qui arrive, qui cisaille une deuxième fois le cube au même endroit, dans le même plan de glissement, et qui vous crée une deuxième marche, etc., etc. Et comme ça, vous cumulez votre plasticité et vous pouvez cisailler votre château de cartes. Donc ça, c'est le cas d'une source de Frank-Reed. Évidemment, souvent, on en a beaucoup plus. Donc, par exemple, ici, j'en ai mis deux familles tirées aléatoirement dans un cylindre. Et vous voyez qu'avec une combinaison de deux cisaillements, dans deux familles de plans cubiques face centrée, en tirant sur 1 à 2, je peux provoquer la traction dans un sens avec une combinaison de deux cisaillements. Donc voilà l'outil tel qu'on le développe. La dernière chose qu'il faut faire, c'est que si vous avez des petits domaines à simuler, genre un petit cristal que vous soumettez à la nano-indentation, ou si vous voulez avoir l'effet des surfaces libres en microscopie en transmission, on est toujours intéressé de savoir est-ce que la surface libre va changer un petit peu ma structure de dislocation. Ben là, vous avez un cristal qui n'est pas infini, et donc la théorie de dislocation n'est pas tout à fait correcte, parce que les champs de contrainte des dislocations sont dans un milieu infini. Mais ça, on peut quand même le résoudre en superposant des problèmes. Van der Gieson avait proposé ça en 1995.
Ça consiste à dire que si vous avez un petit volume comme ça qui contient des dislocations et sur lequel vous appuyez avec des forces F appliquées et des déplacements U appliqués sur sa frontière, et vous voulez calculer donc la contrainte partout dans le volume, notamment pour bouger vos dislocations, eh bien, il faut résoudre cette contrainte en 2 temps. Vous allez dire que votre contrainte, c'est la somme d'une contrainte sigma infini qui vient de vos dislocations comme si elles étaient dans un milieu infini, ce que je vous ai montré avant, les champs analytiques de Hirt et Lott, par exemple. Mais ces champs analytiques, eh bien, ils vont donner des forces là où vous appliquez vos forces, des F dislocations, et des déplacements U dislocations là où vous appliquez vos déplacements. Donc, dans un deuxième temps, il faut compenser ça, c'est-à-dire que vous devez résoudre un problème élastique d'un milieu qui ne contient pas de dislocation, un milieu élastique simple, complètement très facile à résoudre par élément fini, par exemple, sur lequel vous appuyez ce que vous voulez, FAP, moins les forces créées par les dislocations, et pareil pour les déplacements. Donc, vous résolvez ce problème aux limites. Nous, par exemple, on a choisi de faire ça par élément fini avec Castem. Donc, on a couplé notre code de dislocation avec Castem. Et avec ça, on peut faire des maillages très compliqués avec l'outil Castem, qui est magnifique pour faire ça. Et on peut donc bouger nos dislocations dans un milieu soumis à des forces à sa limite. Donc voilà, par superposition, on a des problèmes compliqués. Donc, des études en DDD, on en a fait on n'arrête pas de faire ça. Moi, c'est mon activité principale. Donc, depuis une vingtaine d'années, on fait ça au laboratoire. Donc, je vous passerai peut-être les slides si vous avez envie de regarder un peu ce qui se fait. Je vous conseille notamment d'aller voir numodis.fr, qui est le site web que j'essaie de tenir à jour, où on met toutes les dernières activités sur nos codes, les dernières thèses aussi, et ces choses-là sont toutes téléchargeables sur ce site. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment en fatigue, qui sont intéressantes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui vous intéresse peut-être plus, qui est le fluage des super-alliages base nickel, donc qui est en bas là, qui avait fait donc tous les personnes en rouge là, c'est des thèses qui ont eu lieu ces dernières années. Donc là, c'est la thèse de Siwen Gao en 2016. Et puis c'est une activité que je mène aussi personnellement avec Jean-Loup Strudel à l'école des mines quand on a un peu de temps, lui et moi, ce qui n'est pas souvent finalement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que ces super-alliages. Donc voilà ce que Jean-Loup m'avait posé comme problème il y a quelques années. Et il m'avait dit, ben voilà, quand on tire sur un super-alliage à base nickel, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est représenté ici, ça c'est une matrice monocristalline, donc tout ce qui est blanc, c'est un monocristal de nickel, avec des solutions solides d'aluminium, donc c'est du NiAl qui est mélangé, et par précipitation, vous avez ces petits cubes qui se forment, les Ni3Al, donc c'est des cubes on appelle ça des gamma primes, qui sont formés, qui sont ces petits cubes noirs. Et quand on applique un chargement en fluage, donc on applique une charge et on regarde comment il se déforme au cours du temps, vous avez des lois de fluage qui ressemblent à ce qui est tracé en noir ici. Vous avez une vitesse de déformation qui, tout au début de la déformation, chute brutalement. Vous avez un pic très très bas, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça descend très brutalement dans les premières minutes. Enfin, dans les premiers pourcents, c'est pas en minutes, mais dans les premiers pourcents, vous avez une chute de la vitesse de déformation avant d'avoir un écoulement normal auquel on peut s'attendre. Un fluage classique, c'est plutôt ce genre-là. La courbe en bleu ici, c'est la courbe qu'on aurait si on avait un matériau sans précipiter, par exemple un nickel avec des chromes dedans en solution. Vous avez quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc vous avez une diminution, puis ensuite on stabilise vers la vitesse de fluage. Donc vous voyez qu'il y a une influence des précipités qui est vraiment très bizarre, notamment au tout début de la déformation, vous avez cette chute de vitesse de déformation. Donc c'est un comportement qu'on appelle anormal, hein. C'est bizarre d'avoir une vitesse de déformation qui chute comme ça avant de réaugmenter. Et ce genre d'observation, il a été mis en évidence sur beaucoup de super-alliages. Par exemple, vous avez ici d'autres alliages qu'avait regardé Jean-Loup dans le passé. Donc, vous avez cette chute-là, on la voit très très bien ici à droite là, pour les CSR 99. Alors, c'est des choses qui interviennent toujours à haute température et à basse contrainte. Vous voyez, les contraintes sont relativement faibles et la température est plutôt élevée. Et vous avez ce ce point singulier qui est très très profond ici. Et même si vous tracez ça en log-log, comme ici, alors là, vous le mettez encore plus en évidence, vous voyez vraiment ce minimum ici pour des déformations qui sont de l'ordre de 10%. Alors, il faut savoir que ces choses-là sont très difficiles à mesurer. Donc, il y en a beaucoup qui ont passé ça sous le tapis en disant que c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Peut-être la manip n'était pas bien mise en place dans cette étape-là. Donc, souvent, les gens ne le regardent pas, ce phénomène-là. Pourtant, c'est quelque chose d'important parce que la vitesse de déformation, même si elle est aussi petite que de 10-8, hein, comme je vous montre là, 10-8 par seconde, si vous attendez 45 heures, vous aurez quand même cumulé 1% de déformation. Et 1% de déformation dans une turbine de réacteur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter parce qu'elle va s'allonger trop, elle va finir par frotter sur l'extérieur, sur le bâti, et du coup, ça ne marche pas, quoi. Vous allez tout casser. Donc, c'est quelque chose qui est important pour les conditions en service, notamment des turbines, des aubes de turbines. Donc, nous, on va simuler ça. Donc, pour faire ça dans DDD, avec le code que je vous ai montré avant, on va utiliser le couplage avec les éléments finis. On va mettre des petits cubes ici, qui sont mes gamma primes, mes précipités, qui sont donc les zones bleues. Là, j'en ai tracé juste un. Et on va simuler une boîte périodique, qui est la boîte représentée à gauche, 500 nanomètres de côté,
des canaux, on appelle ça des canaux de 80 nanomètres qui sont mon gamma, ma matrice monocristalline, et mes gamma primes qui sont entre là. Donc, on simule cette chose-là avec un aimant fini, vous voyez, des briques à 20 nœuds, très très simple, et on met ça en conditions périodiques. Pour simuler le fait que le précipité, il a quand même il est en cohérent avec la matrice, mais il a un paramètre de maille qui est différent. Donc, par exemple, si on dit que le gamma prime est plus petit que la matrice, c'est ce qui arrive sur la plupart des super-alliages utilisés aujourd'hui. Donc, gamma prime et moins gamma, c'est négatif. Vous avez un misfit qui peut se calculer par A gamma prime moins gamma sur A moyen, qui vaut moins 3, 10, moins 3. Donc, ça, c'est le misfit qu'il faut accommoder. Ça va créer déjà des déformations dans votre matériau. Dès que vous aurez votre précipité qui se forme, vous aurez déjà cette déformation dans le matériau. Pour simuler ça, nous, on aimant fini, on a fait ça simplement. On a dit qu'on mettait un coefficient de dilatation, par exemple, de cette valeur que je mets là, et je change la température entre le gamma prime et le gamma, et ça va me faire mon misfit, comme on l'aurait fait le précipité quand il est apparu dans la matrice. Donc, on peut simuler une misfit très facilement en élément fini par dilatation thermique. Donc, on va mettre ça, et on va regarder quelles sont les contraintes. Donc là, je vous montre les contraintes dans la matrice, donc là où les dislocations vont se déplacer, hein, pas dans les précipités, mais dans la matrice. Donc là, je vais montrer toutes les composantes des contraintes, et vous voyez que globalement, le fait d'avoir un misfit, ça va mettre des zones en compression, des zones en tension, qui sont très compliquées. Donc le sigma 1, c'est l'axe là, dans ce sens-là. Vous voyez, ils sont marqués ici, c'est le X. Vous voyez des zones en compression, des zones en traction, des zones rouges en traction, des zones en compression qui sont en bleu. Et c'est inversé pour YY, mais c'est les mêmes profils. Maintenant, si à cette misfit, vous rajoutez une tension, vous mettez votre fluage en plus, vous allez décaler un peu vos profils, et vous obtenez ce que je vais montrer à gauche ici. Donc là, j'ai tracé à gauche le champ de contrainte sur un système de glissement de mes dislocations. Voir comment mes dislocations veulent bouger dans le matériau, dans la matrice. J'ai enlevé les précipités toujours. S'il y a le misfit plus ma contrainte appliquée. Et vous voyez qu'en fait, il y a une zone rouge là. Donc les dislocations vont principalement se propager dans le canal qu'on appelle perpendiculaire, P comme perpendiculaire, parce qu'il est perpendiculaire à l'axe de traction. Il faut dire aussi canal de propagation, parce qu'elles vont se propager là-dedans. C'est ce que vous voyez dans mon animation à droite. Je ne sais pas si vous avez vu, mes dislocations étaient, peut-être le faire réapparaître. Tac. Je pose des bouts de dislocation ici. Vous voyez qu'elles glissent initialement dans la zone horizontale. Moi, je tire verticalement. Elles se déplacent dans le plan horizontal. Elles vont se déplacer un tout petit peu dans un plan incliné, qui est le canal, le cross channel, C. Et puis, elles ne vont pas du tout vouloir aller dans le canal R, répulsif, ici, à cause du champ interne. Donc, il y a un canal où elle ne va pas, un où elle va beaucoup et un où elle va un petit peu. Donc, vous voyez que les trois canaux ne sont pas du tout équivalents. Alors ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont simulé les gamma primes dans le passé, où ils ont complètement négligé l'effet du misfit. Ça, c'est à cause du misfit, hein, c'est cette dissymétrie. Et si on néglige le misfit, on va avoir envie de simuler des dislocations qui font le tour des précipités, comme si c'était juste un obstacle au mouvement. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a des dislocations ne vont pas aller partout. Elles vont aller dans certains canaux et moins dans d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Donc là, le code nous le reproduit parfaitement bien. On va faire des simulations. Donc, je vais mettre des sources de dislocation dans mon matériau. Donc là, à nouveau, j'ai enlevé les. Là, on voit la matrice au milieu. Je ne sais pas si vous repérez un petit peu, mais les trucs orange, c'est les précipités. Les dislocations vont glisser dans la matrice qui est entre les précipités. J'ai enlevé ceux du haut là pour voir ce qu'on fait. Et vous avez une animation. Alors, ça ne va peut-être pas bien passer avec Zoom. Je vais peut-être la passer rapidement. Donc, les dislocations se propagent. On simule le fluage avec quelques milliers de pas de calcul. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc à la fin, donc là j'ai dessiné plusieurs répliques de ma boîte pour qu'on voit bien ce qui s'est passé. Ma boîte, c'est la zone rouge ici. J'ai fait plusieurs répliques pour voir le phénomène. Les dislocations, vous voyez qu'elles ont glissé dans les canaux et puis elles se sont déposées dans les faces des précipités, les gamma primes, en forme de zigzag. Vous voyez les zigzags, ça fait des zigzags dans tous les sens. Et ça, c'est la signature du glissement dévié. Le vecteur de Burgers, il est tracé ici. Et donc là, à chaque fois que vous avez un changement de direction, c'est une dislocation qui passe d'un système à l'autre, et ça fait des zigzags comme ça. Et dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Dans la vraie vie, d'ailleurs, on le voit dans des clichés en microscopie. On voit vraiment ces zigzags. Vous voyez à gauche, là, on voit très bien les zigzags là, dans les gamma primes. Il y a des changements de plan qui se font tout seuls. C'est à cause du champ de contrainte interne que les dislocations vont choisir ce mouvement. Après, plus tard, bien sûr, si vous laissez la température agir, si vous laissez le fluage intervenir, les dislocations vont se raidir, c'est-à-dire que les zigzags vont s'aplatir, et les dislocations vont être collées dans les faces, et elles vont être rectilignes, elles vont être alignées avec les précipités, ce qu'on appelle les 1, 1, 0, 0. Les dislocations vont être alignées avec les faces des cuboïdes. Donc ça, on le reproduit bien. Maintenant, on va calculer à partir du code comment ça se déforme, tout ça. Donc la partie plastique, je vous l'avais expliqué. Donc à partir du mouvement des dislocations, je peux calculer la déformation plastique engendrée par mon mouvement de mes dislocations dans ma simulation. Mais je peux aussi calculer la partie élastique. La partie élastique,
ça consiste à calculer l'eigenstrain qui est induite par la présence de mes dislocations. Quand j'ai mes dislocations, du fait de leurs contraintes internes, elles vont aussi contracter ou dilater mon volume. Elles vont créer des contraintes internes. Donc ça, je peux le calculer aussi avec Castem. Grâce à Castem, il y a des jolis opérateurs qui s'appellent B-sigma qui peuvent faire ça. Et donc, je peux calculer ma déformation élastique induite par les champs de dislocation et ma déformation plastique induite par mes mouvements de dislocation. Et je vais tracer ces composantes au cours du fluage. Alors, voilà ce qu'on obtient. Alors, on va le détailler un peu ça. Au début, vous chargez votre matériau. Vous avez donc une déformation élastique, qui est le truc bleu ici, là, au cours du temps. Ça, c'est constant. Je charge élastiquement mon matériau. Ça, c'est mon déformation élastique. Les dislocations, elles vont déformer mon matériau de façon plastique. Donc, c'est la courbe rose ici. Vous voyez qu'elles vont dans le sens, vous tirez dans ce sens-là, et ben ça va se déformer dans le sens où vous tirez. C'est logique, hein, on doit vérifier le second principe. Par contre, élastiquement, les dislocations, elles se réorganisent de sorte que vous voyez que la déformation élastique qu'elles induisent est négative, là, dans le sens inverse du chargement que vous appliquez. C'est-à-dire qu'on a beau tirer comme ça, les dislocations font une déformation en sens inverse. Et tellement bien que si vous sommez tout ça, là, on obtient la courbe bleue qui est ici, et vous avez finalement une déformation totale qui revient en arrière. Donc là, ce n'est pas seulement la vitesse de fluage qui est diminuée, on a carrément le fluage qui est inverse. C'est-à-dire je tire sur Z et je contracte mon éprouvette. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer autrement qu'avec un matériau aussi compliqué que celui-là. Et ça, si on regarde un peu la littérature, si Jean-Loup me donne la littérature qu'il avait déjà lue dans ces années-là, il a déjà observé ce genre de choses. Vous voyez, là, ce n'est plus la vitesse qui est tracée en Y, là, c'est la déformation. Et vous voyez que la déformation sur Z, elle diminue avant de réaugmenter. Donc ça, c'est complètement anormal. C'est-à-dire que vous tirez en Z, à nouveau, et vous avez une contraction de votre éprouvette dans les premiers temps. Donc, sous les 100 premières heures, typiquement, vous avez une contraction de votre éprouvette. On voit encore plus sur les courbes de gauche. Ici, vous avez une contraction de votre éprouvette sur le AD5, là, qui est très, très clairement mise en évidence sous une centaine d'heures. Donc, ça veut dire que ça arrive. Alors, nous, on avait bien choisi dans la DDD pour que ça le fasse, c'est-à-dire qu'on avait mis les bonnes concentrations et tailles de précipité. Donc, on savait on imaginait qu'on pouvait retrouver ça, et on l'a bien retrouvé. Donc, on a pu démontrer par dynamique de dislocation cet effet-là. Alors, d'où ça vient cet effet? Si on regarde un petit peu, alors en DDD, c'est très facile d'aller regarder les contraintes. On peut scanner le volume. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé les précipités du dessus. Je mets dans le canal P, le canal perpendiculaire à l'axe de traction, et je regarde les contraintes internes. Et vous voyez que la contrainte sigma 1,1, elle est toute rouge, donc elle est en traction complète. Là, on a dans le canal horizontal, il est en traction. Il est tiré en traction. Le ZZ, lui, il est nul, quoi. Il y a à peu près autant de plus que de moins, donc il n'y a pas de ZZ. Donc, ce n'est pas le ZZ qui a contracté l'éprouvette. Par contre, c'est le 1,1 qui est en traction, qui est énormément en traction sur X. Le 2,2 est pareil, mais en traction aussi sur Y. Et donc, les deux tractions, sur X et sur Y, vont contracter par effet Poisson l'axe Z. Et c'est ça qui provoque la contraction. Donc, si on résume, vous avez le misfit qui, au début, a contracté la matrice, parce que les gamma primes sont plus petits que la matrice, donc ça vous fait une déformation qui ressemble à ça. Quand vous avez tiré dessus, vous avez ajouté votre chargement, vous avez changé un petit peu votre chargement, donc vous avez mis une contrainte interne importante dans le canal perpendiculaire, P, là, où les dislocations vont s'engouffrer. Et quand elles s'engouffrent, elles viennent décorer les gamma primes, elles vont s'empiler dans les faces, ce que je vous ai montré tout à l'heure par zigzag. Et là, elles font ça pour accommoder le misfit, il n'y a pas de miracle, c'est pour ça qu'elles font ça. Mais en faisant ça, elles génèrent un champ de contrainte interne qui vient compenser le misfit, et donc qui vient dilater le canal horizontal, et donc contracter votre éprouvette sur Z. Et c'est ça qui explique le fluage négatif. Alors ça, on peut même le voir, on a fait une petite analyse idéale où j'avais mis un jeu de dislocation idéal qui vient compenser le misfit exactement, et on voit parfaitement la contraction sur XX et YY. Vous voyez que c'est complètement en contraction dans le plan perpendiculaire à l'axe de traction, alors que le sigma ZZ, lui, il est nul. Donc, ce n'est pas le ZZ qui vient comprimer, hein, c'est bien la tension dans X et en Y qui vient contracter l'éprouvette. Donc voilà une étude un peu complète. Je peux beaucoup en parler parce que c'est moi qui ai fait ce travaux-là avec Jean-Loup, donc je sais exactement de quoi il s'agit. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les résultats très rapidement de Siwen dans sa thèse, qui avait repris ce genre d'outil et qui avait amélioré un petit peu la technique, par exemple en calculant les champs de contrainte internes, non pas par élément fini, mais par Fourier. Alors, il faut voir que la FFT, si j'appuie sur le bouton, le calcul est immédiat. En élément fini, mon calcul de champ de contrainte de misfit, ça me prenait 10 minutes à peu près. Là, en transformé de Fourier, c'est immédiat. Donc, le temps de calcul est super réduit. C'est vraiment une technique très efficace. Et la précision est diabolique. Vous voyez ici que la différence entre élément fini et FFT, c'est négligeable. J'ai tracé la contrainte de von Mises le long de ce volume élémentaire représentatif. Et on voit que c'est très, très proche. À partir de 128 mailles FFT, on est très, très proche des éléments finis. Donc, elle a utilisé ça et elle a simulé, par exemple, l'effet d'un mismatch positif ou négatif. Alors, on voit, par exemple, que quand le mismatch est positif, on a un fluage qui est réduit par rapport à un mismatch négatif. Donc là, d'ailleurs, on est en train de refaire une petite étude en ce moment sur ce genre de thème.
Elle a regardé aussi la forme des précipités. Alors ça, c'était quelque chose de rigolo, c'est-à-dire qu'on a pris des champs de phase, des modèles de champs de phase qui nous ont fait former nos précipités dans notre alliage NIRL, et on a vu se former ces précipités, et on va rentrer ça comme géométrie dans la DDD, dans la dynamique dislocation. Donc on a étudié 3 types de précipités, soit des cubes parfaits, soit un gros puis 3 petits, soit un qui est tordu, carrément comme ça. Donc on les a appelés ABCD, puis on a regardé si ça changeait le comportement de nos plastiques du matériau en fluage. Donc là, on rentre ça en DD, c'est-à-dire qu'on vient mailler nos précipités obtenus par champ de phase, et puis on regarde les dislocations se propager là-dedans, en calculant les champs par FFT, donc qui sont un petit peu différents suivant les 4 cas considérés. Et on peut comparer ainsi les vitesses de fluage pour ces 4 familles. Et puis on regarde laquelle est plus efficace pour limiter le fluage. Donc voilà le genre d'étude qu'elle a pu faire. Et puis plus récemment, donc c'est ça que je pensais qu'il pouvait vous intéresser, donc je vais arriver juste à cette slide-là, qui va être proche de ma conclusion, qui dit qu'on peut aller encore un peu plus loin, on peut prendre en compte la montée dans nos simulations. Donc là, je vous avais expliqué au début, en prenant la force osmotique et la force de montée, on peut faire glisser nos dislocations hors des plans de glissement, ce qui implique la diffusion de lacunes. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un modèle mésoscopique, c'est-à-dire qu'on a divisé la boîte de simulation en plein de petits cubes, et dans chacun des petits cubes, on calcule la concentration en lacunes. Et cette concentration en lacunes va être calculée par différence finie, par la FFT. Par la FFT, on va calculer nos lacunes partout dans cette maille. Et à partir de la concentration locale du coup de lacune, on aura la vitesse de déformation de montée locale de mes dislocations. Donc on a une interaction complète entre la position de dislocation et la concentration à cet endroit-là en lacune. Donc on résout simultanément le glissement de dislocation et la diffusion des lacunes dans ce code couplé. Alors bien sûr, on ne prend pas en compte la transformation de phase, hein, donc on n'aura pas accès au rafting, on n'aura pas accès à ce qu'ils appellent rafting, c'est quand les gamma primes viennent fusionner entre eux et créer des gros précipités, des rafts. Ça, on n'y a pas accès, mais on a au moins déjà, par exemple, le fait que les dislocations se raidissent. C'est ce qu'on voit un petit peu là. Sans monter, on avait des dislocations qui étaient un peu chahutées comme ça. Non, pardon, à droite. Sans monter, vous avez des dislocations qui étaient un petit peu de ce genre-là. Si vous mettez la montée, vous allez voir des dislocations qui commencent à monter dans les faces. Elles arrivent à monter dans les faces, voire même à s'en échapper. On a vu qu'ils pouvaient s'échapper, donc changer un petit peu la vitesse de fluage. Donc voilà, cette tentative de couplage. Ce n'est pas facile, encore une fois, je vous dis, parce que les temps de calcul sont très différents. Les pas de temps sont très différents entre la montée et le glissement. Et du coup, on est obligé d'avoir des algorithmes un petit peu mixtes, hybrides, qui ne sont pas simples à gérer. Donc voilà ce que je voulais à peu près vous illustrer. Tout ça, ça fait l'objet de plusieurs publications. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller les regarder. Elles sont sur mon site à Numodis. Hein, vous pouvez aller cliquer dessus, vous aurez le lien sur les papiers. Et puis évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop long, parce que je n'ai pas regardé le temps passer.